Avant de commencer, on tiendrait à vous présenter toutes nos excuses pour les lags occasionnels. Malheureusement, la technologie a ses limites, donc de temps en temps, ça rame. On vous souhaite une bonne écoute et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel entretien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la croyance. Ni religieuse, ni politique, mais intime. Et en cette période de fin d'année, je vous ai trouvé une petite pépite. Il s'appelle Jérémy et nous fait le plaisir de partager quelques astuces avec nous concernant le développement de projets. Bonjour Jérémy. Salut Hervé. Comment vas-tu? Ça va toujours. Toi aussi, a priori, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va, super. Bah, écoute, c'est parti alors. La présentation te revient de droit. Je pense que tu es la meilleure personne pour parler de toi. Eh ben, écoute, moi c'est Jérémy Boy. Je suis joaillier, sortisseur, designer. Je suis aussi fondeur et formateur. J'ai 32 ans, je suis né à Marseille et j'ai vécu dans plusieurs pays différents, notamment pour faire mes études et pour travailler. Et là, je suis de retour sur les terres familiales pour pouvoir prendre du recul face à tout ce qui se passe et puis pour concrétiser le projet de toute une vie qui est le rêve de toute ma vie. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce rêve justement? Parce que là, tu es en train de nous mettre l'eau à la bouche et en fait, tu nous laisses patienter là, genre hey. Alors, moi, mon rêve, c'était de... Quand j'avais 14 ans, j'ai pris une décision. Comme toute personne qui doit se construire dans sa vie, j'ai choisi une voie à prendre, donc le domaine de la joaillerie. J'ai choisi ce domaine par rapport à mes facultés qui étaient de dessiner constamment dans ma chambre et de faire pas mal de choses minutieuses. Bien sûr. Et donc, voilà, j'ai pris cette voie de la joaillerie. Et quand j'ai découvert ce monde-là, mon rêve à la base, c'était de pouvoir un jour créer un bijou de A à Z. Alors j'avais conscience du fait que c'était plus complexe qu'on l'imagine parce que dans le domaine de la joaillerie et de la haute joaillerie, cela veut dire qu'il faut apprendre des techniques complexes de plusieurs métiers différents et de l'exploitation de plusieurs outils différents qui sont aussi complexes. Et donc cet enjeu était un peu fou, pourtant il paraissait tout simple. J'étais un simple gamin qui voulait juste faire, avoir la fierté, le sentiment de fierté de faire son propre bijou de A à Z. Et de ce rêve, j'en ai découvert que la finalité était, enfin je veux pas exagérer, mais 100 fois plus vaste que ce que j'avais perçu à cet instant précis. Et aujourd'hui, 18 ans après, je vais commencer à créer mes propres bijoux de ma propre collection, de A à Z, à l'image de moi-même en tant qu'artiste et de tout ce que peut représenter, tout ce que je perçois en tout cas de l'art, selon l'image de ma propre perception, voilà, artistique, quoi. Bien sûr, et de tout ce qui te nourrit tous les jours, de ta vision, de tes influences et de tes inspirations également. Exact, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Il faut autant d'années pour développer son projet? Alors non, je pense pas du tout. Je pense qu'il y a des hommes ou des femmes qui sont beaucoup plus, on va dire, rapides. Beaucoup plus, je dirais, ou plus intelligents, ou plus perspicaces, ou plus orientés que moi, ce qui leur donne la possibilité d'accomplir des choses plus rapidement que je ne le fais moi-même. Cependant, mon parcours a été défini selon ce que la vie m'a apporté. Et en conséquence, dans ma situation, il faut croire que oui, ça a pris autant de temps, 16 ans. Voilà. Bah, des fois, ça te permet, selon ce qu'on va appeler le profil type de la personne, le fait de serpenter te permet d'amasser plus d'expérience pour te construire et, entre guillemets, avoir des bases plus solides qu'une personne qui ne fait que quelques étapes et qui, au final, face à tel ou tel déconvenu ou problème, en fait, il va vite baisser les bras, par exemple. Eh bien, Hervé, je pense que j'aurais pas pu mieux dire. Paradoxalement, cette situation qui est souvent reprochée, dans laquelle on me reproche souvent de ne pas avoir eu la façon la plus perspicace de faire les choses et de commettre en conséquence, selon ce qu'on me dit, beaucoup d'erreurs. Et moi, j'ai plutôt tendance à croire que de serpenter entre les obstacles m'a plutôt permis de m'aguerrir, de mieux en apprendre sur moi-même, ce qui m'a aussi donné une force qui, je pense, est la clé de beaucoup de réussite. Ah, carrément. Et que sans cette clé, je pense que même si j'avais accédé à
cet objectif que je m'étais fixé plus tôt, je ne l'aurais pas savouré de la même façon. Et je pense que je ne pourrais pas le mener aussi sur du long terme comme je prévois de le faire. Alors que cette ardeur au combat m'a permis d'obtenir une certaine confiance en moi et une aptitude à m'adapter à toute situation, tout en préservant mes convictions et la même ardeur au combat. Ce qui dépasse d'ailleurs beaucoup de personnes qui considèrent qui transforment ça par de l'arrogance ou par de la détermination un petit peu obsessive. Et en fait, non. Et je pense que c'est juste qu'un être humain possède des convictions, des croyances, une certaine fois, et qu'elle se construit, elle se taille au fur et à mesure du chemin que l'on entreprend. Et c'est aussi cette même conviction et cette même foi qui le permet de se construire en tant qu'homme et qui lui donne une certaine force dans sa propre personnalité. C'est comme un diamant qui est bijoutier joaillier que tu polis. Oui, voilà, oui, exactement. Donc, et à la fin, tu atteins la perfection. Et je pense que là où tu voulais en venir avant, c'est que là, tu récoltes, entre guillemets, les fruits des différents sacrifices que tu as pu faire, justement, par rapport aux différentes étapes que tu as dû passer ou traverser, tout simplement. Tout à fait, oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous relater les différentes étapes qui t'ont mené, justement, à la situation actuelle ? Eh bien, la première, elle commence, j'avais 14 ans, enfin j'avais moins de 14 ans, quand j'ai pris la décision de vouloir faire ce métier. Et le premier obstacle, c'est que je ne trouvais pas de stage. Déjà, j'étais en SECPA, donc j'avais des difficultés scolaires liées à des complications familiales. Donc, c'était moins accessible d'accéder à certaines formations qui sont considérées haut de gamme et aussi destinées à l'élite, entre guillemets. Mais voilà, le premier obstacle, ça a été de trouver déjà un premier stage, ce qui n'a pas été l'obstacle le plus difficile, mais être le premier des combats à mener. Suite à ça, les choses se sont bien passées, mais c'était pas fini. Il fallait déjà trouver une école qui pourrait me former. Et en l'occurrence, les écoles demandaient aux élèves d'être bacheliers. Et donc, le fait d'avoir moi-même pris l'initiative de faire plusieurs stages à mes 14 ans pour le plaisir auprès de ce bijoutier qui m'avait déjà accueilli une première fois, m'a donné en gros un certain crédit pour qu'on puisse m'autoriser une dérogation pour avoir accès à cette formation à Saumur. Voilà, en échange de quoi je devais quand même assister à des cours d'éducation scolaire normale, donc en plus des cours de joaillerie, et je devais passer les 2 examens en fin d'année. Voilà, donc c'était un compromis que l'école avait fait avec moi, que j'ai bien évidemment accepté, et Dieu merci, j'ai réussi mes deux examens. Et voilà, et suite à cette formation, on ressortait avec un diplôme. À mon goût, pas assez qualifié pour pouvoir se considérer comme bijoutier joaillier, mais assez pour pouvoir ouvrir des portes en tout cas et percer et mettre un pied dans le milieu. Tout à fait. Voilà. Alors ça, c'est tout à ton honneur et franchement, chapeau. Ce que tu viens de soulever, c'est que les examens et les formations qu'on obtient ne font pas de toi un professionnel directement aguerri, mais te filent les bases pour te développer. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ensuite, c'est à toi de faire ton bonhomme de chemin et justement évoluer au fur et à mesure. Et je pense que c'est ce que tu as fait par la suite. Exact. C'est exactement ça. Et bon, cette formation a été quand même un enrichissement. L'obtention du diplôme, pour moi, a été une victoire aussi au niveau du cœur et de l'esprit. Mais Dieu merci aussi, une façon de pouvoir être crédible en dépit du manquement d'études qu'il y avait eu dans les départs, pour pouvoir accéder justement à d'autres stages, à être amené à partager des connaissances avec d'autres joailliers, et puis aussi ouvrir mes portes dans d'autres écoles. Et voilà, après, il y a un proverbe qui dit « Tout commence par la chance du débutant, mais se termine par l'ardeur du conquérant ». Voilà, ça consistait maintenant à continuer le chemin et à se développer. Voilà. Jolie citation. Et ensuite, est-ce que tu as pu évoluer dans d'autres bijouteries? Eh bien, en gros, suite à cette formation, je suis parti aux Antilles, retrouver une partie des membres de ma famille. Donc j'ai intégré la bijouterie d'une connaissance à moi, chez qui j'avais fait un stage, qui venait d'ouvrir une boutique.
Ils avaient personne en atelier et donc m'ont mis en atelier tout seul. Et je me suis retrouvé à peine sorti de l'école dans la gestion d'un atelier d'une bijouterie qui fonctionnait. Donc ça n'a pas été sans erreur, mais ça a été une expérience qui m'a poussé à aller de l'avant en conséquence. Et du coup, je me suis retrouvé avec une expérience déjà au bout d'un an qui était assez poussée, dans le sens où j'ai pas eu le choix de passer à l'action. Et je me suis pas démonté. À la fin de cette année, eh bien, j'ai compris que si je restais dans ce fonctionnement, je me serais endormi. Je n'aurais pas pu réaliser mon rêve de pouvoir continuer à me développer et à grandir dans ce milieu. J'aurais eu un métier stable dont j'étais très fier et très content. Mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin de rêver. J'avais besoin de croire que je pouvais réussir à faire ce que je voulais faire étant petit. Et donc, il n'a pas fallu un an pour que je décide de partir et de continuer mes études, mais cette fois-ci dans un autre pays. Voilà. Alors franchement, c'est les quelques chapitres entre guillemets que tu viens de citer, ils sont porteurs de messages et d'espoir qui sont au-delà des attentes que j'avais, mais en toute franchise vis-à-vis d'un entretien où je pensais qu'on allait parler tranquillement de ton projet ça et ça. Mais là, t'es une montagne, bonhomme, t'es une montagne. Ça, j'ai envie de te pousser pour dépasser des montagnes. C'est énorme. Je pense pas que ce soit des montagnes aujourd'hui. Je sais que c'est compliqué, mais je pense pas. Je pense que c'est une question de trouver sa voie et de décider de la suivre. Mais avant tout, de trouver sa voie. Après, c'est difficile de vouloir en sortir. Donc, on est un peu comme prisonnier de son propre soi. C'est ça. En fait, je vois deux choses dans un bouquin. J'avais lu que tout vient à point à qui s'en donne les moyens. Et là, t'en es le parfait exemple. Oui, tout à fait. Oui. L'autre truc, c'est que le fait de ne pas vouloir, entre guillemets, ressembler à la masse, c'est-à-dire avoir un boulot, vivre sa vie en tant qu'endormi, ça me fait un peu penser à la Matrice où il y a énormément de civils qui sont endormis, alors qu'il y a quelques éveillés qui, eux, permettent de s'échapper, de vivre pleinement leur vie. Alors, la philosophie derrière, elle est un peu plus poussée, mais je pense que, à nouveau, ça illustre bien ce que tu as développé. En attendant, ces gens ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. D'accord. Par rapport au pays dans lequel tu es allé ensuite, tu es revenu en France? Alors non, c'était la Belgique. Je suis parti en Belgique pour la simple et bonne raison que l'accessibilité aux écoles est plus facile qu'en France. Et ce sont de bonnes écoles. Et donc, j'ai intégré une première école. Donc, j'ai fait un crédit étudiant pour pouvoir intégrer une première école là-bas. Je voulais donc me développer en certissage. Et j'ai découvert une école de certissage à Liège qui ne me convenait pas. Et donc, je me suis déplacé la seconde année à Bruxelles. Et cette école de certissage à Bruxelles ne me convenait pas non plus. Sauf que c'est un peu complexe. C'est-à-dire que la première école, je savais que je voulais être certisseur, sauf qu'ils m'ont fait reprendre les études à zéro et ils n'ont pas fait une validation des acquis de mon premier diplôme. Donc, je me suis retrouvé à reprendre une année que j'avais déjà faite pour au final découvrir que je pourrais avoir accès au certissage seulement 2 ans plus tard. Et c'était pas du tout ce que je planifiais. J'ai donc changé d'école pour pouvoir aller à Bruxelles, dans une autre école de certissage, où là, j'ai réellement appris le certissage. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je m'en suis bien sorti, mais mon crédit était épuisé et il me manquait une année pour pouvoir avoir l'obtention de mon diplôme. Donc, j'ai dû rentrer en France pour rembourser mon crédit, parce que je n'ai pas pu en faire d'autres, et pouvoir un jour reprendre mes études en certissage. Or, la première année à Liège a été cruciale, bien que ce fût un échec, pour la simple et bonne raison qu'elle m'a permis de découvrir, durant une découverte scolaire, une école de certissage à Anvers, qui était tout simplement l'un des meilleurs certissages au monde, à mes yeux en tout cas. Je pense que c'est le cas de beaucoup. Et j'en ai, je pense, une preuve évidente par la suite de ma carrière, car je suis devenu formateur dans la maison quartier de cette technique de certissage. Et donc, merci. Et donc, je suis rentré en France au bout de 2 ans, avec une dette à rembourser assez conséquente. Et pour faire au plus vite, je suis rentré à l'armée. C'est aussi simple que ça. Et là, ils m'ont envoyé en Allemagne pendant 1 an.
Et donc j'ai remboursé une partie de mon crédit à travers la formation militaire. Puis forcément, je voulais pas en faire carrière, donc je suis parti. Et j'ai eu une chance assez extraordinaire. Je revenais de Belgique, je suis à Strasbourg aussi. Et je repars dans le sud-ouest de la France pour stopper ma carrière militaire et pour reprendre une carrière dans la joaillerie. Et je finis une semaine après par trouver un poste de joaillier sur la production des bijoux de Van Cleef & Arpels à 10 minutes de mon ancienne caserne militaire à Strasbourg. Je retourne à Strasbourg. C'est ouf quand même. Après, oui, assez fou. Et je fais une sélection pour un poste à pourvoir et puis Dieu merci, je suis sélectionné. Et pareil, là, il se passe des choses assez fantastiques. J'apprends la production à la chaîne des bijoux de grande maison. Donc je commence à travailler sur des bijoux de grande maison. Avant, c'était des bijoux dans des ateliers, des créations, des réparations. Et là, je commence à découvrir la chaîne, le travail de bijoux à la chaîne des grandes maisons. Voilà. Donc, tu veux dire que c'est pas fait manuellement dans les petits ateliers des différentes maisons? Ah mon Dieu! Et pour ne pas trahir la notoriété de ces grandes maisons, je dirais que c'est fait manuellement parce qu'il y a et en France, bien qu'une partie j'ai découvert a été faite à l'étranger, bon, et après finalisé en France. Mais voilà, du coup, j'ai pu découvrir quelque chose d'assez intéressant parce que dans le milieu de la joaillerie, sur ces productions de grands ateliers, il y a tous les domaines qui sont constitués au même endroit. Voilà, au bout de 6 mois, on me propose un poste de chef. Et donc, je me retrouve à devoir gérer 10 personnes. Voilà. Et donc, c'est pas vraiment un poste que j'ai accepté. C'est un peu un poste qu'on m'a imposé. Ou en tout cas, on était en train de négocier, mais je n'ai pas accepté. Et on m'a quand même installé à ce poste et j'ai dû gérer ce poste. Au bout de quelques mois, après plusieurs négociations, je finis par refuser ce poste. Pour la simple et bonne raison que dans la négociation du contrat, j'ai simplement demandé qu'on me laisse l'opportunité de pouvoir terminer mes études en certissage, au profit, s'il le fallait, de l'entreprise concernée, mais ils ne m'ont pas accordé une sûreté à ce niveau-là. Non pas que ce n'était pas possible, mais ils ne m'ont pas accordé une sûreté. En conséquence, j'ai refusé. Je préférais m'assurer par mes propres moyens de réussir à atteindre mon objectif plutôt que d'attendre après les autres pour qu'on me l'offre. Je pense que c'est aussi parce que tu ne pouvais pas accrocher ton rêve, le choper, vivre pleinement ta vie. En effet, en tout cas en désaccord avec ce que je planifiais de réaliser depuis toujours. Toutes ces stratégies, toutes ces mises en œuvre avaient un but précis. Le but précis, c'était de réaliser mon rêve de gosse, pouvoir créer un jour mon propre bijou de A à Z. Et ils allaient en désaccord avec cette simple règle que j'avais décidé d'accomplir pour moi-même. Si j'avais accepté d'aller à l'encontre de cette règle, je ne m'aurais pas considéré comme quelqu'un de soumis, étant donné que ça aurait été un choix pris de ma part. Par contre, j'ai été loyal, je dirais plutôt que j'ai été loyal envers moi-même et envers mes convictions et que j'y croyais. Et donc, tu as quitté cette entreprise? Oui, j'ai quitté cette entreprise un petit peu en perte et fracas, c'est-à-dire que c'était un petit peu pas prématuré parce que j'avais planifié tout ça, mais disons que j'ai pas eu la chance de pouvoir passer par la case départ pour pouvoir entamer la prochaine aventure. Ça a été du tac au tac. J'avais un plan en tête. Le plan, c'était de partir aux Antilles parce que la formation que je cherchais à obtenir était excessivement chère et je devais trouver le moyen d'obtenir le financement. Je venais, grâce à la suite de cette séparation avec cette entreprise, je venais à peine de rembourser mon premier crédit étudiant, c'était une somme assez conséquente, et ce qui fut pour moi quand même aussi une libération, un obstacle de moins. Mais le deuxième obstacle, c'était de trouver le financement. Donc le départ de cette entreprise avait pour objectif de m'apporter le financement que j'attendais. Et j'ai fini par l'obtenir. 1 an et demi après, mais j'ai fini par l'obtenir. Voilà. Donc j'ai pu, suite à cette décision, 1 an et demi après, commencer la formation que je rêvais de commencer en Belgique. Parce que du coup, je n'avais pas pu avoir l'obtention du diplôme de certissage, étant donné qu'il manquait une année. Bien sûr. Et du coup, tout ça a été planifié dans le but de rembourser mon premier crédit étudiant. Une fois remboursé,
j'ai refait un crédit qui a compensé l'aide financière que j'avais obtenue d'un certain organisme, ce qui m'a permis de repartir pour finir enfin cette formation. Mais en conséquent, je me suis dit, au lieu de terminer la première formation que j'avais faite, je préférais me financer la formation que j'avais découverte durant la première année plutôt que repartir à Bruxelles. Et donc, je suis parti à Anvers, j'ai tout repris à zéro. Et je suis sorti avec cette formation diplômée de certissage, ce qui fut pour moi une victoire, mais pas encore l'aboutissement total de mon projet. Parce que suite à ça, j'ai plus ou moins découvert sur le chemin qu'il fallait aussi que je devienne designer pour pouvoir créer mes propres bijoux. Et donc, suite à ça, j'ai enchaîné sur... ça a été assez complexe. Je suis rentré de Belgique, j'ai eu l'obtention de mon diplôme, mais bon, des dettes à rembourser, donc je me suis mis à travailler aussitôt dans les travaux publics avec mon père. Pendant que je travaillais dans les travaux publics avec mon père, je travaillais aussi en tant que certisseur à mon compte pour le bijoutier qui m'avait pris la première année de mon stage, ce dont on parlait. Donc j'accumulais les heures au point que ça devienne difficile, et en même temps, eh bien, j'ai remboursé mon crédit en très peu de temps et j'ai refait un autre crédit pour pouvoir partir étudier le design, donc la conception de bijoux par ordinateur en Suisse, pendant que je travaillais dans les travaux publics et que je certissais pour ce bijoutier. Donc voilà, je prenais une semaine de temps en temps pour partir là-bas pour pouvoir m'assurer sur plusieurs parties la formation de la conception de bijoux par ordinateur et de design, que je finis par réussir aussi dans de bonnes conditions. Et là, on va dire que c'est pas encore fini, mais que je suis à la moitié du chemin. En fait, faut pas t'arrêter parce que t'es pas encore sur le sommet de la montagne. Regarde derrière toi tout le chemin que t'as fait, bonhomme. T'imagines même pas la prise de risque énorme que tu as pu et dû prendre pour pouvoir toucher ce rêve. Oui, ça c'est sûr que, pour être franc, je ne le réalise pas du tout. Je ne sais pas si un jour je le réaliserai. Même sans parler de somme, Jérémy, façon de parler, moi-même, j'ai fait de longues études, mais en toute franchise, je me suis arrêté à un certain niveau parce que les études devenaient payantes et je trouvais ça aberrant de devoir payer pour faire des études. Donc tu vois que j'ai pas autant de mérite que toi, tu vois, enfin, chacun à son niveau, chacun fait les choses comme il peut. En plus, toi, t'es parti d'un SECPA, t'as fait plein de choses, t'as fait des sacrifices, enfin, c'est hallucinant. Et donc, là, actuellement, tu as tous les bagages nécessaires pour pouvoir faire un bijou toi-même dans ton atelier qui est, je pense, juste derrière toi, là. Oui, tout à fait, exact. Il est là. Non, à ce moment-là, non, je ne l'ai pas. Et pour être franc avec toi, Hervé, au fur et à mesure du chemin que je parcours, je ne sais pas ce que je dois faire. Je le découvre. Et à chaque fois que je découvre quelque chose, eh bien, je sais pas, ça me paraît pas comme quelque chose d'insurmontable. Ça me paraît juste d'être quelque chose qu'il faut faire. Mais en effet, donc là, je suis joaillier, avec quand même un pédigré assez intéressant. Je deviens certisseur. Aussitôt certisseur, je deviens certisseur de plusieurs boutiques. Et donc, je m'expérimente déjà bien. Je finis par accepter un poste dans la foulée après ma formation de designer en Suisse, chez un patron exceptionnel, pour devenir certisseur. Donc là, je sertis pendant 3 ans en continuant à sertir pour 5 bijouteries différentes en France et en Suisse. Donc je finis par avoir de l'expérience aguerrie au sein du certissage. Et aussitôt arrivé en Suisse, la première année, au bout de 6 mois encore, je deviens formateur en certissage dans la maison Cartier. Cartier faisait appel à mes services pour pouvoir aller développer le certissage chez eux. Chose que j'ai décidé d'arrêter cette année pour pouvoir me consacrer à mon projet. Et donc, sauf que voilà, ça ne se termine pas, ça n'est pas fini. Je dois devenir... Je finis par créer ma propre image, voilà, durant ces années-là. Ma propre image, je trouve ma propre image, ma propre identité en tant qu'artiste, ce qui pour moi est quelque chose qui était plus difficile à faire que le reste.
Et quand je finis par développer la stratégie de conception de mon projet, je découvre qu'il faut que je devienne aussi fondeur. Alors c'est pourquoi tout ça? Pour la simple et bonne raison que pour créer une marque de bijoux, en l'occurrence haut de gamme, ça demande de gros financements, et plus gros encore que ceux que j'ai utilisés en tant qu'étudiant, parce qu'en étant étudiant, bien évidemment, j'investissais dans mon matériel, et que j'accumulais, que je stackais, que je préservais très minutieusement. Et voilà, donc dans ma stratégie, pour pouvoir atteindre mon objectif, je préférais me former en tant que fondeur que de passer par des sous-traitants. Pour de multiples raisons. C'est que je considère que j'ai besoin de commettre beaucoup d'échecs pour pouvoir connaître réellement mes goûts et mes besoins, mes envies au niveau du design et des créations, et que ces échecs peuvent coûter très cher quand on fait appel à d'autres personnes. Donc il y a aussi des bijoux d'extravagance, très extravagants, que j'ai envie de créer et qui me demanderont beaucoup de travail, et je ne pouvais pas faire appel au service de personnes qualifiées pour ça. J'avais pas le financement pour ça, donc j'ai décidé de devenir fondeur suite à ça, et de m'offrir le matériel ainsi que tout l'équipement qui va autour, et polisseur aussi. Voilà, donc je quitte mon poste à Genève, voilà, je rentre chez moi et je prends 2 années consécutives pour me consacrer qu'à ce projet. Entre-temps, je travaillais encore pour la Maison Cartier, jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer définitivement à ça. Je fais une formation de web développeur, très courte, pour pouvoir gérer mon site internet. Ben, j'ai pas les financements. Je pars du principe que je n'ai aucun financement. Je suis, voilà, j'ai une situation familiale qui ne me permet pas de financer tout ça. Donc je dois me donner les moyens d'y arriver. Et je finis par, à 32 ans, à parler à Hervé, qui m'aide à exprimer tout ce que j'ai vécu. Et voilà, dans mon atelier qui est définitivement complet, qui n'est pas encore lancé, mais avec un site internet qui est en cours, que j'ai fabriqué, et de la production de mes bijoux qui sont en cours aussi. Et il manque encore 2-3 détails, mais tout est parfait, tout est magnifique, et je n'ai pas encore réalisé mon rêve ultime, mais pour être franc, mon premier bijou de ma première collection, je ne l'ai pas encore fait. Pourtant j'en ai des dizaines qui sont déjà en cours, mais il n'est pas abouti, donc je considère ne pas encore avoir réalisé mon rêve. Alors sache 2 choses, c'est que tous les grands ont commencé petit, et que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Oui.